Le Premier ministre britannique a gagné lundi soir un vote de défiance provoqué par une fronde de son parti conservateur après le scandale du Partygate. Les combats font rage à Severodonetsk. À coups de bombardement, l'armée russe tente de conquérir la ville pour étendre son contrôle sur le Donbass. Passe d'armes au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président du Conseil européen accuse Moscou de bloquer le blé ukrainien. L'ambassadeur russe quitte la séance. Après des mois de scandale, Boris Johnson a finalement sauvé son poste. Le Premier ministre britannique a gagné lundi soir un vote de défiance provoqué par une fronde de son parti conservateur après le scandale du Partygate. Le vote de confiance pour que Boris Johnson reste leader du parti est de 211 voix pour et 148 voix contre. Mais ce vote a surtout montré les divisions profondes au sein du parti conservateur. 2 ans et demi après sa victoire triomphale, le dirigeant de 57 ans est de plus en plus contesté après une série de scandales, dont celui du Partygate, s'est fait organiser régulièrement à Downing Street durant le confinement. Je pense que c'est un résultat convaincant, un résultat décisif. Et cela signifie qu'avec le gouvernement, nous pouvons aller de l'avant et nous concentrer sur les choses qui, je pense, comptent vraiment pour les gens. De son côté, le chef de l'opposition travailliste a estimé que Boris Johnson était totalement inapte à gouverner. Les députés conservateurs ont fait leur choix ce soir. Ils ont ignoré le peuple britannique et se sont attachés à Boris Johnson et à tout ce qu'il représente. Le gouvernement conservateur pense désormais qu'enfreindre la loi n'empêche pas de faire la loi. Victorieux, Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance pendant 1 an. Mais selon de nombreux commentateurs, le dirigeant britannique qui a toujours refusé de démissionner est de plus en plus dans une position précaire. À Mariupol, la vie reprend son cours d'après les médias russes. 3 semaines après la conquête de la ville et la reddition des soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal, la ville détruite porte toujours les stigmates de la guerre. La Russie, qui contrôle désormais ce territoire, affirme avoir commencé à remettre à Kiev des dizaines de corps de combattants ukrainiens tués dans cette longue bataille. Selon des informations non confirmées, les dépouilles ont été transférées dans la capitale, où des tests ADN sont en cours pour identifier les soldats. C'est à 300 km plus au nord que les combats font rage. L'armée russe tente de prendre le contrôle de la ville clé de Severodonetsk à coups de bombardements incessants. Il s'agit pour Moscou d'achever sa mainmise sur le bassin du Donbass. L'armée russe essaie d'utiliser des forces supplémentaires en direction du Donbass, mais c'est le 103e jour et le Donbass ukrainien tient bon. Il tient bon, affirme Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Moscou progresse lentement dans le Donbass ces dernières semaines, avec des combats très violents. En plus de l'artillerie lourde, des combats de Russes sont en cours à Severodonetsk. La situation évolue d'heure en heure d'après Kiev. Les forces ukrainiennes tentent de résister au rouleau compresseur russe pour garder le contrôle de cette grande agglomération. La gestion de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, désormais dirigée par la Russie, inquiète. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé travailler sur l'envoi d'une équipe pour procéder à des contrôles de sécurité dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Mais Kiev s'oppose à ce que le directeur de l'agence se rende à la centrale tant qu'elle est occupée par les Russes. En effet, le personnel ukrainien travaille sous les ordres de Moscou depuis début mars. Le régulateur ukrainien nous a informé qu'ils avaient perdu le contrôle des matières nucléaires. Les autorités ukrainiennes ont également déclaré la semaine dernière que leur chaîne d'approvisionnement avait été interrompue. Les activités de contrôle ne sont plus réalisées. Le chef de l'agence a également annoncé qu'il faisait pression sur Moscou pour pouvoir accéder aux réacteurs qui auraient été endommagés par des combats à proximité au début du mois de mars. Les craintes d'une mauvaise gestion de la sécurité nucléaire par les troupes d'occupation russes ont été renforcées par les dégâts causés à la centrale nucléaire de Tchernobyl, désormais inactive.
Cette centrale dispose de 4 réacteurs dont le numéro 4 a été à l'origine, en avril 1986, de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Le président du Conseil européen, Charles Michel, accuse la Russie d'être responsable d'une crise alimentaire mondiale en bloquant les exportations de blé ukrainien. Un échange vif a eu lieu au Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi. La Russie est la seule responsable de cette crise alimentaire. La Russie seule, malgré la campagne de mensonges et de désinformation du Kremlin. Je l'ai vu de mes propres yeux il y a quelques semaines à Odessa. Des millions de tonnes de céréales et de blé sont coincées dans des conteneurs et des navires à cause des navires de guerre russes en mer Noire et à cause de l'attaque de la Russie contre les infrastructures de transport. Vous pouvez quitter la pièce. Il est peut-être plus facile de ne pas écouter la vérité, cher ambassadeur. L'ambassadeur russe a quitté son siège pendant la prise de parole de Charles Michel, estimant que ses propos étaient désobligeants. Le chef de la diplomatie américaine a lui aussi accusé Moscou de chantage sur le blé et a jugé crédibles les informations selon lesquelles la Russie vole des tonnes de céréales pour les vendre à son profit. Moscou affirme pour sa part que les pénuries de blé sont causées par l'Ukraine. Faux, répond Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien estime que les stocks de céréales bloqués par les Russes pourraient tripler d'ici à l'automne pour atteindre 75 millions de tonnes. Retourner sur les planches malgré la guerre, la culture entame son lent redémarrage dans la capitale ukrainienne, relativement épargnée par les combats. Mais le danger ne se fait pas oublier. La semaine dernière, Kiev s'était de nouveau réveillé sous les bombes qui visaient une infrastructure ferroviaire dans la ville. Après les cinémas et l'Opéra national de Kiev, c'est désormais au tour du théâtre de Podil d'accueillir des nouveaux spectateurs sur ses fauteuils bleus. Un pari réussi, le théâtre a fait salle comble pour ses 3 premières pièces. On a essayé de monter une pièce avec peu de comédiens, 2 ou 3. Et aujourd'hui, c'est notre 3e pièce. On se demandait comment ça allait se passer, si les spectateurs viendraient au théâtre en temps de guerre, s'ils en auraient quelque chose à faire, si c'était utile. On était content de voir que les 3 premières pièces ont fait salle comble. Le comédien ukrainien Kostya Tomliak a aussi hésité à retourner sur les planches. Mais avec les retours massifs de personnes dans la capitale, il s'est dit qu'il était nécessaire d'apprendre à vivre avec le conflit. On est un peu comme des cafards. Nous avons difficilement dû survivre sans argent pendant 2 ans, pendant les restrictions dues à la pandémie. Je pense que nous avons plus l'habitude de la survie que ceux qui s'attendent à gagner de l'argent. Mais je pense que la survie n'est pas essentielle. La question aujourd'hui est de savoir comment les acteurs peuvent se rendre utiles. Je pense qu'on trouvera de l'argent pour survivre. On trouvera tous un moyen de se nourrir. Mais que faire pour qu'on ne perde pas de vue la guerre ? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Depuis début avril, les forces russes ont cessé leurs offensives sur Kiev pour se concentrer sur la région du Donbass. Des hommes, des femmes et des enfants entament un long voyage dans l'espoir d'un avenir meilleur. Une caravane de plusieurs milliers de migrants s'est mise en route lundi dans le sud du Mexique avec l'intention de gagner les États-Unis. Le nombre de personnes originaires d'Amérique centrale et du Venezuela cherchant à entrer aux États-Unis est en hausse constante depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que je demande aux États-Unis ? Qu'ils nous aident, qu'ils nous soutiennent. Il y a tellement de choses à demander. S'ils pouvaient aller au Venezuela et résoudre le problème, écoutez, nous serions heureux de retourner dans notre pays. C'est ce que je désire le plus, retourner dans ma patrie. C'était horrible de traverser la jungle, mais nous le faisons pour que nos enfants et nous-mêmes ayons une meilleure vie. C'est horrible de vivre au Venezuela. Si nous nous en sortions bien là-bas, nous n'aurions pas décidé de quitter notre pays comme ça. Parce que c'est dur, ce voyage est très dur, très difficile.
À l'occasion du sommet des Amériques, le président américain Joe Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur l'immigration. Un sujet explosif qui lui vaut de violentes critiques de l'opposition républicaine.